Donc, écoutez, bonjour à toutes et à tous, et un grand merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui, parce qu'on n'est pas peu fiers de vous annoncer qu'on n'est pas loin de 600, il y a eu 600 inscrits. Donc, je parle un peu le temps que tout le monde arrive. Donc, cet événement, pour les Girondins, c'est un peu une habitude, parce que depuis 2023, on organisait 2 à 3 webinaires durant la campagne viticole, mais pour les autres vignobles, c'est une grande première. Donc ça marque vraiment une évolution au niveau cette dimension nationale, et c'est en lien direct avec l'ambition du Parsada Transfert. Et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore familiarisés avec ce projet, mais Laurent Charlier, qui est présent avec moi, va vous présenter les grandes lignes du projet, ses objectifs et ses enjeux. Ensuite, on enchaînera avec plusieurs interventions autour de 2 thématiques centrales. Ça sera sur l'efficacité du cuivre et l'optimisation de la pulvérisation. Et puis on terminera sur un dernier point, c'est comment ces travaux et ces résultats se traduisent concrètement sur le terrain avec les parcelles multileviers. Et puis on terminera par un échange entre nous avec les questions que vous aurez posées tout au long du chat, tous ensemble. Donc on va essayer de respecter le timing de 1 h 30 grand max. Et puis on va essayer d'être le plus clair possible. Donc n'hésitez pas de toute façon, s'il y a des questions, vous savez où les poser. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Laurent Charlier pour introduire le projet. Juste avant, 614 inscrits, tous les bassins sont représentés, donc Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Charente, mais pas que. On a même quelques étrangers, j'ai vu dans la liste, un Italien et je ne sais plus quelle personne, quelle nationalité. Et puis, vous avez 80%, c'est des acteurs de terrain, avec 48% de viticulteurs et 32% de conseillers et techniciens. Voilà, donc là, je vous l'ai présenté juste avant, donc je laisse la parole à Laurent. Bonjour à tous, donc très heureux de présenter ce premier webinaire consacré au milieu dans le cadre du projet Parsada Transfert. Alors, juste pour contextualiser rapidement ce qu'est Parsada et ce qu'est Transfert, dont on vous parlera dans le futur, parce que ce sont des projets qui vont s'étaler sur une période de 5 ans. Donc Parsada, vous en avez peut-être entendu parler, c'est comme Ecofito, on en a entendu parler, c'est le plan d'action stratégique pour l'anticipation du retrait des substances actives et le développement de solutions alternatives. Donc ça a démarré en 2024 avec un certain nombre d'appels d'offres sur différents projets pour l'ensemble des filières agricoles, les 10 filières, et donc avec des projets conséquents en termes de budget, puisqu'on n'est pas loin quand même de 200 millions d'euros sur l'ensemble des filières françaises. Et dans chaque filière, un plan d'action, dont la filière vigne, qui a décidé de prioriser en 2024 sur les aspects mildiou et black rot. Alors, le mildiou et le black rot, évidemment, c'est une problématique majeure de notre filière. Et vous avez ici les principaux projets qui sont financés dans le cadre de Parsada à partir de 2024 et 2025 autour du mildiou et du black rot. Des projets, un projet qui s'appelle Savoir, qui est vraiment dédié à la biologie, à la connaissance, à la mise en place de nouvelles techniques de prophylaxie. Un projet qui est dédié au microbiote, à la connaissance de l'environnement microbiologique de la vigne, voilà, peut-être porteur de solutions de biocontrôle. Un projet qui s'appelle Levier, qui est dédié au biocontrôle et à la mise en place de nouvelles connaissances sur les gènes de résistance, en particulier le black rot. Et puis 2 projets qui sont transversaux, qui intègrent également des problématiques viticoles, mais pas que, comme le projet Parisis, qui intègre aussi la filière poire et la filière pommes de terre, mais également la vigne, et un projet sur les problématiques de résistance des molécules, donc celles qui sont potentiellement soumises aux molécules, donc qui est un peu plus transversal. Et au milieu de tout ça, vous avez le projet qui s'appelle Transfert, qui, je pense, porte bien son nom, qui est dédié en partie à la diffusion des résultats de ces travaux, mais pas que. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, le projet Transfert,
quelques éléments, hein. Vous aurez tout ça à visualiser plus précisément si vous le souhaitez. Donc c'est 6 régions viticoles donc qui sont dans ce projet, de nombreux partenaires sur une période assez longue. Et l'idée vraiment c'est de faire un pas de côté, de revisiter notre façon de faire du conseil, du transfert, de revoir un peu ce qu'on peut bénéficier des Cofito et ce qu'il y a lieu peut-être d'améliorer dans un contexte compliqué, hein, avec la solution de moins en moins facile pour lutter contre le mildiou, mais donc il faut essayer de revisiter de ça. Et donc on va tester, innover. On a cette ambition-là, essayer de trouver de nouvelles solutions pour lutter contre le mildiou. Alors, dans Transfert, qui est un vaste projet, hein, donc sur 5 ans, on peut passer la suite, on a 22 partenaires, on a différentes actions, et donc c'est essentiellement des actions de terrain, mais on a aussi des actions un peu plus académiques, notamment on a un volet d'accompagnement au changement. Donc là, on va se faire accompagner par des équipes INRA sur avec une co-construction en termes de différents éléments pour essayer de mettre en place de nouvelles solutions en s'appuyant notamment sur des outils issus de travaux de sociologie ou d'agronomie. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais juste pour vous poser le sujet, avec également la volonté d'avoir des supports un peu plus académiques pour nous éclairer, nous agronomes, dans ces sujets-là. Mais surtout, le cœur de ce projet transfert, ça va être vraiment de tester de nouvelles approches. Ils vont vous en être présenté quelques-unes aujourd'hui. Il y a notamment ce qu'on appelle des dispositifs multileviers qui vont être testés dans l'ensemble des régions du projet. On a par exemple à travailler des plans de communication, hein, le webinaire qu'on organise aujourd'hui, il en fait partie. On a déjà une démultiplication des réseaux, des démultiplications des acteurs pour essayer d'être plus efficace, hein, puisqu'on a vraiment une volonté de massification. On a des travaux aussi sur la formation, sur l'examen des cahiers des charges et de la certification environnementale. Et les 3 petits points sont très importants puisqu'on a dans ce projet beaucoup de co-construction avec la volonté de mettre en place de nouvelles solutions en fonction des échanges avec nos différents partenaires et acteurs de la filière. Donc voilà, donc un vaste projet sur lesquels nous ambitionnons beaucoup pour essayer d'avancer dans la lutte contre le mildiou et le black rot. Je laisse la parole. Eh bien, je vais laisser la parole à Marie-Laure Panon du Comité Champagne pour nous présenter des clés de compréhension de l'efficacité du cuivre. Il faut que tu mettes ton micro. C'est une bonne idée. Bonjour à tous. Je te laisse enchaîner avec le diaporama, Marie-Charlotte. Ouais. Alors, je vais vous présenter donc un certain nombre de résultats d'essais qu'on a obtenus depuis 5 ans, qui ont été soutenus par la région Grand Est, basés sur une même méthodologie d'évaluation, quelque peu originale, donc qui consiste à appliquer les produits au champ avec un matériel expérimental qui est basé sur la même techno qu'on trouve au vignoble. J'ai porté avec des sentes, même jeu de bus qu'au vignoble. Bien sûr, on est sur des vignes en 1 mètre, 1,10 m d'écartement, on est en Champagne. Et le principe donc consiste à appliquer le traitement. Alors pour vous y retrouviez avec les codages qui vont suivre sur les graphiques, par exemple le premier traitement T1, on revient 24 heures maximum après ce premier traitement, donc pour un prélèvement qui sera codé T1, P1, et on prélève la 4e feuille sous apex, qui fait partie des étages les plus réceptifs. Sur cette feuille, on va découper des disques qu'on inoculera au laboratoire. On peut revenir quelques jours après, par exemple après une pluie, et c'est un prélèvement codé T1, P2. On revient sur le même étage foliaire que précédemment, et donc on fait des essais d'efficacité pour vérifier l'activité résiduelle sur le même étage. Et on peut prélever plus haut sur les étages en croissance pour voir par exemple l'activité de redistribution d'un produit sur les étages néoformés. Diapo suivante. Alors, je vais égrener un certain nombre d'éléments de connaissances qu'on a mis en évidence à l'occasion de ces essais autour du cuivre. J'ai la diapo suivante. Je désespère de la passer, mais elle ne veut pas passer. Bon. Moi, je me suis connectée sur mon téléphone pour ne pas prendre la bande passante. Ah, ça ne veut pas. Voilà, ça Ça y va est. pas. C'est bon, Alors, c'était la. Voilà. c'est bon. Donc, on va commencer. Laurent, tu décompteras le temps.
L'effet cumulatif, donc illustré ici avec un essai 2021 où on a comparé 3 types d'intrants, donc un phosphonate, le LBG, à sa dose homologuée, seul, un cuivre sous la formulation cuproxate SC à 400 grammes d'apport à l'hectare, qui est bon an mal an la dose au gabarit dans notre vignoble, et la même chose mais avec une dose adaptée à la hauteur traitée. Donc on considère cette dose-là au gabarit de rognage et on adapte la dose en proportion de la modification d'hauteur pulvérisée au printemps. Pour l'effet cumulatif, c'est ce qu'on constate avec le premier graphique, hein, au milieu de la diapo. Vous avez les efficacités, alors on ouvrait tous les 7 jours. Et donc suite à un prélèvement 24 heures après chaque application, et vous avez les efficacités des 3 modalités. Et donc vous voyez une augmentation de l'efficacité au fur et à mesure des prélèvements, donc après le T1, le T3 et le T4, malgré 40 mm de précipitations en cumul. Et cet effet cumulatif, on peut aussi l'appréhender en considérant un seul prélèvement, donc c'est le graphique de droite. Par exemple, à l'issue du T3, on était au stade 10 feuilles. Donc vous avez les efficacités pour chaque modalité sur l'étage de la base et ensuite sur l'étage apical. Et on voit particulièrement pour les cuivres cette différence d'activité qui est liée donc à un cumul d'applications sur les étages de la base. Cet effet cumul, bien sûr, qui se conjugue avec une moindre réceptivité jusque la fleur des étages de la base pour assurer une bonne qualité de protection en l'occurrence. La diapo suivante. Alors, on n'a pas voulu tirer des conclusions sur le comportement des cuivres avec une seule préparation. Donc, on a eu la curiosité, à partir de 2022, de conduire des essais avec les principales formulations qui étaient utilisées dans notre vignoble, à savoir l'héliocuivre, le Chamflo, le cuproxate, le Nordox 75WG et la BB RSR disperse. Donc ici, vous avez les résultats d'un essai conduit en 2022 avec chaque formulation. À l'issue d'un T1, d'un T2, T3 qui était appliqué à peu près tous les 10 jours. Sur la 4e feuille sous apex, donc un étage très sensible, ce qui permet bien appréhender les valeurs intrinsèques produits. Chaque produit conserve sa couleur. Et donc vous voyez que les 2 formulations à base d'hydroxyde, qui sont à la gauche de chaque pavé, sont celles qui procurent les meilleures activités, enfin relativement stables, alors que sur les 3 autres formulations, on voit une grande variabilité d'efficacité selon la répétition. On peut passer de 50% à presque plus de 90% dans le cas du Nordoff, par exemple, suite au T2. La diapo suivante. Alors, on a voulu passer par une étape de labo pour déterminer des doses efficaces pour ensuite, alors l'idée c'était d'optimiser les doses, rationaliser les doses d'apport qui sont souvent quand même choisies à l'usage de manière empirique. Donc, on a exprimé les doses, donc ça a été fait en prestation par un laboratoire basé près de Lyon, Conidia Conifi, et la société CGH. Ils ont procédé par des tests en disque foliaire, mais cette fois-ci avec des applications au labo qui ont été répétées 3 fois. Et on avait demandé une expression des doses, non pas en concentration comme habituellement, mais en dépôt surfacique pour pouvoir faire un transfert de dose au champ et les exprimer en doses hectares. On verra comment après. Le labo nous a proposé des doses efficaces à 90%, parce que pour arriver aux 100%, les courbes de réponse dose-efficacité atteignent un plateau, et donc ça fait augmenter considérablement les doses. Donc on s'est contenté d'une dose efficace à 90% pour approximer ces doses efficaces. Et vous avez sur la première colonne les résultats. Donc on voit que les valeurs les plus faibles, correspondent aux formulations qui sont dotées de la meilleure activité sur mildiou dans les conditions de l'essai. Et elles sont obtenues donc avec le Chamflo ampli. Et ensuite la bouillie bordelaise avec une dose double. Et donc on a un rapport de 1 à 8. Alors c'est très curieux, mais c'est ce qui est obtenu dans les conditions de l'essai entre la meilleure formulation et la moins bonne dans les conditions de l'essai. Je dirais presque plus intéressant parce que plus en rapport avec les données qu'on a obtenues sur le terrain, c'est la variabilité, donc exprimée avec le coefficient de variation, c'est la dernière colonne, donc pour évaluer la dispersion autour de la moyenne. Et on voit que les formulations qui présentent la plus faible variabilité d'activité fongicide, qu'on suppose liée à une variabilité de libération des ions cuivriques qui sont biologiquement actifs, on les retrouve avec héliocuivre et Chamflo. Au contraire des 3 autres préparations, la bouillie bordelaise, le Nordox, le cuproxate, et là, pour le coup, c'est cohérent avec les données d'essai qu'on a toujours retrouvées sur le terrain.
J'insiste, alors on a toujours travaillé avec des doses capées à 400 grammes de cuivre métal hectare. La diapo suivante. Alors, comment on transfère, comment on convertit les doses en dépôt surfacique du labo au vignoble en doses hectares? Eh bien, on rapproche les doses labo avec des courbes de dépôt de pulvérisation qu'on a obtenues dans le cadre d'un programme Pulvé3 qui a été piloté par le MT Ecotech il y a quelques années et dont on dispose en particulier pour la techno G-Porté avec des centres en 1,10 m d'écartement, même jeu de bus que sur notre matériel expérimental et au vignoble. Donc on a les dépôts, donc ici figurent les dépôts moyens à 2 stades, 5-6 feuilles, gabarit, pour 1 gramme hectare de bouillie. Bon, en l'occurrence, c'était des manips faits avec la tartrazine. Et donc, si tu fais, voilà. Pour transférer les doses d'apport, donc ici, si on considère dans le tableau du dessous les doses labo en nanogrammes par centimètre carré, bah, si on considère par exemple en moyenne au stade 5-6 feuilles, 2,18 nanogrammes par centimètre carré de dépôt pour 1 gramme hectare pulvérisé, ben, pour atteindre par exemple pour la bébé à peu près 1000 nanogrammes par centimètre carré, il faut pulvériser au stade 5-6 feuilles 482 grammes hectares de cuivre métal pour cette formulation et ainsi de suite. Alors vous constatez malheureusement que les doses efficaces que l'on emploie auxquelles on aboutit avec cette méthode, elles sont bien au-delà, à part pour la formulation de champflot ampli, à la rigueur, elles sont bien au-delà des doses d'usage en pratique au vignoble. Diapo suivante. Alors, on a eu la curiosité quand même pour vérifier si notre méthode, parce qu'on était assez déçus hein, évidemment des résultats avec le cuivre, tenait un peu la route. On a eu la curiosité de comparer 3 contacts différents, donc un cuivre et 2 autres contacts, donc le Folpel, et puis un autre contact ici bah, qui n'est pas encore homologué en vigne. Alors c'est pas du biocontrôle, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, comment on procède donc avec la même méthode? Donc, figure à gauche les courbes de dépôt telles qu'elles donc elles sont agrégées. Donc, c'est une synthèse de toutes les données obtenues sur différentes parcelles hein, en 1,10 m d'écartement en Champagne, exprimées donc au fur et à mesure du développement de la vigne. Donc, on a le dépôt surfacique en fonction d'une métrique, le LWA, qui permet d'appréhender le gabarit végétatif de la vigne, et qui est assez facile à obtenir. Ensuite, le tableau 2, bah, c'est les données obtenues, encore une fois, en labo, dose efficace à 90% avec les 3 contacts. Et enfin, tableau 3, donc c'est le calcul de la dose hectare, entre guillemets, efficace au vignoble. Donc on mesure une valeur de LWA et on obtient une valeur de dépôt modélisée face inférieure des feuilles pour 1 gramme hectare pulvérisé. Et donc on recalcule les doses de substances actives hectare converties en doses de produits formulés hectare. Diapo suivante. Et donc les résultats, donc qui figurent ici dans le tableau, donc on a remis les doses produits calculées pour une même valeur de DLWA qui était obtenue au stade 10-11 feuilles en chardonnay dans notre vignoble. La proportion de doses homologuées, alors je précise que c'était avant juillet 2025, hein, donc à l'époque pour le champflot on était à 70% de la dose homologuée, désormais on est au-delà de la dose homologuée. On était à 30% de la dose homologuée pour le Folpel, le Folpan en l'occurrence, et moins de 20% pour le produit codé. Et les efficacités, ce sont les dernières colonnes, donc calculées donc sur toujours la manip disque, sur la fréquence et l'intensité. Vous voyez qu'on est pas mal, hein, on frise l'excellence. Tout ça pour dire quoi? Alors déjà, c'est au passage, hein, c'est une méthode assez sympa pour comparer des produits, les valeurs intrinsèques produits, sans les caler sur une même dose d'apport. Et tout ça pour dire que, en termes de marge de sécurité, alors pour les cuivres, le moins qu'on puisse dire, c'est au moins réduite. Enfin, c'est vraiment un euphémisme, alors qu'elles sont encore bien consistantes pour d'autres produits, en l'occurrence des contacts testés. La diapo suivante. Alors, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est la fameuse affaire des lessivages. Donc, on a pu comparer donc, des efficacités avant et après précipitation avec la même méthode. Donc, par exemple, ici, des données qu'on a obtenues en 2022. Alors, on opère en conditions naturelles avec des vraies pluies.
Et sur les périodes de l'essai, on n'a jamais pu avoir plus de 30 millimètres en cumul. Donc on les a eu en l'occurrence par exemple en 2022, mais on a eu d'autres séquences d'essais avec 20 millimètres en cumul et les données sont totalement cohérentes avec celles qui figurent ici. Donc vous retrouvez les mêmes formulations déjà présentées avec les mêmes codes couleurs. Et de gauche à droite, donc vous avez l'efficacité 24 heures après un traitement. Donc on commence sur la 4e feuille sous Apex. Et ensuite, on reprélève après 21 millimètres de pluie, donc c'est les graphiques au milieu, et ensuite après 31 millimètres de pluie, suite au traitement, c'est les graphiques de droite. Et donc on voit quoi? Donc le premier, donc c'est la variabilité de distribution des efficacités pour chaque formulation. Donc on retrouve, comme toujours, les 2 formulations hydroxyde en tête. Ensuite, vous avez l'efficacité après 21 millimètres en cumul, dont un orage de 15 millimètres. Donc on voit pour les hydroxydes, l'efficacité est inchangée. Pour le cuproxate, c'est beaucoup mieux. On passe de 60 à plus de 90% d'efficacité. Pour le Nordox, c'est beaucoup mieux aussi. C'est un peu moins bien, malheureusement, pour la bébé. Et quand on reprend 10 millimètres supplémentaires, on voit que pour les hydroxydes, ça change pas grand-chose. Non plus pour le cuproxate, non plus pour le Nordox. Et la bébé, c'est mieux, avec des efficacités qui sont bien resserrées, entre 72 et 85%. Comme si, avec les précipitations, il y avait une redistribution des cuivres. Les pluies assurent les quontas et assurent aussi la redistribution et la libération des ions cuivriques. Donc nous, on voit pas on voit pas de perte d'efficacité après 30 millimètres de pluie en cumul. Donc le bilan de nos données, d'après ce modèle expérimental, un disque de feuilles, c'est qu'on a constaté effectivement des différences d'efficacité entre formulations de cuivre en opérant à des doses fixes, 400 grammes de cuivre métal, sachant qu'en pratique, il n'y a pas de nuance en termes d'apport de dose selon les formulations. Et donc, on a constaté des différences sur les étages foliaires les plus sensibles, qui ont reçu, compte tenu de la croissance de la vigne, à peu près une application de produit. Alors, c'est des résultats, donc je n'ai pas le temps de tout montrer, mais quand on les considère sur des étages plus bas, avec des cumuls d'applications, sur des étages qui vont être même un peu moins réceptifs, en pratique, on ne voit pas de différence. Donc, on voit les différences sur les étages les plus sensibles. Des seuils de renouvellement en fonction des pluies, le moins qu'on puisse dire, qui restent à questionner. Des renouvellements, alors de fait, nous on considère qu'il faut renouveler en priorité selon la pousse, qui a pu être oublié par le passé, en particulier dans notre vignoble, sur les scénarios épidémiques les plus piégeux, c'est-à-dire au printemps sur un végétal en croissance. Alors bien sûr, si on a un risque élevé, dans nos conditions, s'il y a des risques élevés, on conseille de renouveler tous les 2 feuilles néoformées, max 3, sachant que les 2 premiers étages foliaires déployés sous les apex sont pas ou peu réceptifs, certainement liés aux stomates qui sont pas bien fonctionnels. Vu les contingentements d'apport en cuivre, à l'évidence, les doses d'usage sont bien en deçà des doses efficaces, et que pour se rapprocher des doses efficaces, il faut compter sur un cumul d'applications, répéter les applications. Et évidemment, donc c'est important au printemps sur un végétal en croissance. Et à l'inverse, c'est ce qui explique nos résultats, ce qui explique certainement la persistance qui est perçue comme étant très importante sur la fin de saison quand on a un feuillage qui est au gabarit globalement, quoi. Voilà, et il ne vous a pas échappé qu'on a travaillé que sur feuilles et que globalement, c'est des données qui mériteraient d'être complétées sur les grappes, même si dans les grandes tendances, ça ne doit pas être bien différent. Je vous remercie. Merci Marie-Laure. Bon, on voit qu'on pensait connaître le cuivre et qu'avec cette approche, on le connaît beaucoup moins. On ne sait pas tout. On va enchaîner avec Nicolas sur améliorer l'usage des spécialités à base de cuivre. Donc ça complète un peu ce que vient de présenter Marie-Laure. Ouais, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je vais vous parler en fait d'un projet qui s'appelle EFI-Cuivre. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, en fait, EFI-Cuivre, c'est un projet qui a commencé en 2024, donc un peu plus récent que celui de Marie-Laure, et où s'est posé en fait des questions pour essayer d'optimiser l'utilisation du cuivre, avec des objectifs de répondre à des questions assez simples. Vous l'avez vu, Marie-Laure aussi en a parlé. C'est des questions pourtant assez logiques qu'on se pose quand on utilise du cuivre au vignoble, mais qui sont pas toujours, les réponses sont pas toujours faciles à trouver.
Et l'idée, c'était de travailler sur différentes pistes. Et vous allez le voir après, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Voilà, en fait, il y a soit la piste, on essaie de trouver des solutions alternatives, mais ça, c'est pas ce qu'on a privilégié dans ce projet-là. On travaille sur ces questions, hein, de solutions alternatives pour trouver d'autres solutions pour lutter notamment contre le mildiou. Mais nous, on est parti plutôt sur l'idée de se dire, bon, on utilise le cuivre, mais comment on peut faire pour en mettre le moins possible, mais conserver quand même une efficacité intéressante. Donc il y a plein de leviers intéressants comme la modélisation, bien sûr, du mildiou, avoir des outils de décision pour traiter au bon moment. Tout ce qui est pulvérisation, mais ça c'est mon collègue Adel Bakache qui interviendra après moi qui vous en parlera plus. Comment on peut aussi, quel traitement il faut utiliser, quel renouvellement, on vient d'en parler juste avant. Les formes de cuivre aussi, la question sur est-ce que les formes de cuivre sont toutes équivalentes ou pas, les produits commerciaux, et bien sûr les quantités qu'il faut appliquer. On peut passer à la diapo suivante. Donc, nous, la question qu'on s'est posée, et notamment, hein, c'est quelle est l'efficacité intrinsèque des produits, donc des tests in vitro, ce que vous a montré aussi Marie-Laure tout à l'heure. Vous allez voir les résultats qu'on a eus. On a un travail qui est fait sur le lessivage, que ce soit au laboratoire et aussi sur le terrain. Des questions aussi sur le comportement du cuivre à l'intérieur du pulvérisateur. Et puis des questions plus sur la pulvérisation et l'application en elle-même, notamment, bon, bien sûr, sur les réglages du pulvé, donc vous allez le voir avec Adèle. Et puis une question sur le volume de bouillie aussi appliqué. Est-ce qu'on peut jouer pour gagner sur ce volume de bouillie, gagner un peu plus de quantité appliquée à l'hectare? On peut passer à la diapo suivante. Alors sur l'efficacité des produits, l'efficacité intrinsèque, hein, donc là, c'est des travaux qui ont été faits par ma collègue Marie-Cécile Dufour de l'INRAE de Bordeaux, notamment via la plateforme BC2Grep. Donc l'idée, c'est de traiter des feuilles de serre, hein, avec différents produits cupriques. Et on va inoculer ensuite, après le traitement, on fabrique des disques, des disques de feuilles et on va en fait les inoculer artificiellement avec du mildiou. Et on va faire varier les concentrations de cuivre qu'on va appliquer sur les feuilles, et ça pour différents produits. Et on va noter en fait la sporulation, l'intensité d'attaque du mildiou sur chaque disque, pour voir si on a une courbe d'efficacité qui va varier par rapport à la concentration de cuivre appliquée. Donc voilà les résultats, tu peux passer à la suivante. Ah non, voilà. Donc là, sur le graphique que vous voyez là, on l'a classé avec 3 ou 4 couleurs là, différentes qui vous montrent les familles de produits qu'on a appliqués. Donc les sulfates de cuivre sont en bleu, les hydroxydes sont en rouge. Et puis ensuite, vous avez d'autres familles où il y a moins de produits représentés, hein, notamment oxyde cuivreux, oxychlorure de cuivre et puis sulfate de cuivre tribasique. Donc en abscisse, vous avez la quantité de cuivre, la concentration de cuivre. Donc là, on a fait varier la concentration de cuivre dans le produit. Et puis, vous avez le pourcentage d'inhibition donc du mildiou en parallèle, en ordonnée. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les sulfates de cuivre, il faut très peu de cuivre. En fait, avec des toutes petites doses, on a une inhibition qui arrive très rapidement à 100%. Les hydroxydes, on suit aussi cette tendance-là. Et puis sur les autres produits, oxyde cuivreux, oxychlorure, sulfate de cuivre tribasique, ben là, il faut augmenter les doses pour commencer à avoir des efficacités intéressantes. On a même du mal, hein, il faudra peut-être encore les augmenter, hein, il faudrait continuer les courbes pour arriver jusqu'à 100% d'efficacité. Donc là, on retrouve un petit peu, Marie-Laure nous montrer un peu les efficacités tout à l'heure qu'elle a eues aussi lorsqu'elle a fait faire les prestats là, sur des essais qui ressemblaient un petit peu à ça. On retrouvait un peu quand même ces effets. Ce qu'on voit, c'est que selon les familles, on n'a pas les mêmes concentrations efficaces. Et l'idée aussi, c'est peut-être de se dire, attention, c'est peut-être la libération du cuivre en fait qui joue sur les différentes familles là. Et comme on est sur des tests in vitro, ben, les familles qui vont relarguer le plus rapidement du cuivre sont peut-être plus efficaces. Il faut peut-être moins de concentration en cuivre que peut-être d'autres familles qui ont tendance à relarguer plus lentement le cuivre. Et sur des tests comme ça, avec un one shot là directement avec une seule fois du mildiou inoculé, bah, c'est peut-être normal qu'on retrouve ces produits type sulfate ou hydroxyde qui sont plus efficaces avec des quantités, enfin des concentrations moins importantes. Voilà, alors, il faut rester bien sûr très prudent avec des données comme ça parce que là on est vraiment en labo et c'est intéressant pour comparer les produits, mais on ne peut pas directement l'extrapoler sur ce qui se passe au vignoble. Sur les questions du lessivage, donc on a travaillé sur la constitution d'un test au laboratoire. L'idée c'était de se dire, ben souvent en fait les essais sur le lessivage ils se font au vignoble. On va aller doser les quantités de cuivre qui restent sur les feuilles. On va prélever des feuilles et doser le cuivre qui reste après des différents lessivages. Et nous on voulait repartir dans l'autre sens sur un test très standardisé avec un modèle de feuille unique, c'est-à-dire qu'on va
traiter une feuille, on va la lessiver spécifiquement. Et là, au lieu de regarder ce qui reste sur la feuille, on va en fait doser ce qui sort de la feuille. Vous voyez, donc avec une buse, on va la lessiver et on va récupérer le lessivat qui va être généré dans un bécher et mesurer la concentration en cuivre, des ions cuivre en fait, qui sont sortis de la feuille. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un test simple, standard, et pour qu'on puisse ensuite comparer très facilement différents produits ou différentes formulations pour pouvoir voir si on avait des effets sur le lessivage. L'analyse des lessivats a été réalisée par le laboratoire de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Donc on a construit, hein, c'est mon collègue Marc Vergne à l'IFV qui a construit en fait une sorte de mini aquarium là pour fabriquer ce banc de lessivage. Donc vous voyez comment ça fonctionne, hein. On a une buse, on peut mettre la feuille donc soit face inférieure, soit face supérieure face au lessivage. Et on récupère dans un bac en dessous le lessivat qui va tomber, voilà, et on va doser ensuite ces échantillons. Donc en termes de résultats, on a commencé ça en 2024. On a assez peu de résultats aujourd'hui. Les meilleurs résultats qu'on a pour l'instant, c'est avec la bouillie bordelaise. Donc c'est ce que je vous montre ici. Voilà la courbe en fait de ce qui reste sur une feuille. Donc en fait, on défalque ce qu'on fait sortir dans nos analyses. Vous voyez qu'on a une tendance où, par rapport au millimètre théorique de lessivage, bah, on voit que les premiers millimètres de lessivage vont diminuer ce qui reste sur la feuille, hein, très rapidement. Et puis, on va vite arriver à partir de 10 millimètres à un début de plateau. C'est-à-dire que on est dans tout se passe comme si, en fait, on n'arrivait pas à retirer ensuite une partie du cuivre sur la feuille. Plus on aura beau lessiver, on n'arrivera pas à retirer le cuivre. Aux alentours, souvent de 40, il reste à peu près 40 ou 30% de cuivre qu'on n'arrive pas à sortir. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est des résultats qu'on a trouvés aussi dans des travaux historiques de l'IFV, notamment mon collègue Bernard Molot ou Alexandre Davy avaient travaillé sur ces questions-là au vignoble et ils avaient retrouvé cette courbe de lessivage pour lesquels en fait les premiers millimètres étaient très lessivants et ensuite une sorte de plateau où on n'arrive plus à lessiver le reste du cuivre, souvent 30-40%. Alors, je vous indique pas les autres résultats. On a testé avec d'autres produits où on a vraiment des courbes très différentes. Mais malheureusement, on n'a pas fait assez de répétitions encore aujourd'hui pour être sûr de vous les présenter. Il y a beaucoup de variabilité. Il faut vraiment être sûr de nos dosages. Ce qui est sûr, c'est que là, pendant 2 ans, avec les essais qu'on a fait, tous les essais qu'on a fait sur la bouillie bordelaise nous donnent toujours cette courbe-là. Donc les objectifs pour 2026, nous, bah, c'est de continuer ces travaux, de les consolider, d'avoir des écarts types, voilà, des statistiques qui nous permettent d'être sûrs de nous pour pouvoir ensuite comparer les produits. On ne veut pas comparer sans être sûr à 100% de notre méthodo. Et là, il nous reste encore quelques travaux pour bien la consolider. Mais j'espère que 2026 sera la dernière année qui nous permettra justement de consolider ça. Et bien sûr, il faudra aussi qu'on combine notre test de lessivage. Vous avez vu la courbe là qui diminue. Ce qui serait intéressant, c'est de constituer un pool de feuilles plus ou moins lessivées avec notre méthode et regarder si on a aussi une diminution de l'efficacité, comme la courbe, à partir de ces feuilles lessivées qui seront inoculées artificiellement avec du mildiou. Là, on pourrait voir vraiment s'il y a une corrélation ou pas avec ce lessivage. Peut-être qu'on n'aura pas aussi de corrélation. Ça veut dire que cette question du cuivre qui reste résiduel, qu'on n'arrive pas à lessiver, est-ce qu'il est encore efficace ou pas? C'est aussi une question importante. Il reste 2 minutes, Nicolas. Oui. Alors, bah, juste très rapidement pour passer au niveau du lessivage, les essais pour l'instant qu'on a réalisés en conditions de vignoble, malheureusement, sont difficiles. Marie-Laure vous a montré quelques résultats hein, qu'elle a assez bien interprétés. Nous, on a souvent des résultats incohérents encore jusqu'à maintenant et on a du mal à les interpréter. Donc, il faut encore qu'on travaille, je pense, sur l'échantillonnage des feuilles et les travaux, notamment d'inoculation, pour être sûr de nous. Diapo suivante. Euh, le comportement dans le pulvérisateur, ça c'est des essais qui ont été faits chez les viticulteurs. L'idée c'était de doser en fait le cuivre à plusieurs moments de l'application. Donc on dose le cuivre en sortie de buse et aussi à l'intérieur de la cuve.
qui est brassé. Et vous voyez qu'on a des résultats assez différents en fait d'analyse selon les moments, au début de l'application, au milieu et à la fin. On voit qu'on n'a pas toujours les mêmes quantités de cuivre. Et ça pose assez de questions sur le mélange, l'homogénéité et le comportement en fait des différents types de cuivre sur la concentration qu'on va avoir au final. Donc ça, c'est un premier essai qui a été mené l'année dernière, vraiment un essai participatif chez un viticulteur. Et on va continuer ces essais-là l'année prochaine, enfin cette année, sur cette saison, notamment avec plusieurs viticulteurs, j'espère, et aussi avec plusieurs types de produits, pour voir si on retrouve toujours ces comportements un peu différents selon les moments de la pulvérisation. Voilà, sur le volume de bouillie, on a notre collègue Dominique Dochier qui a travaillé donc à la Chambre d'agriculture sur un essai en microplacettes. Tu peux passer voilà, à la diapo suivante. Donc en fait, il a testé 3 volumes d'application d'un même produit, un bébé RSR disperse, à 100 litres hectare, 200 litres hectare ou 400 litres hectare. Voilà, toujours avec la même quantité, mais c'est seulement le volume qui change. Et donc, dans les essais qui ont été menés, il a fait ça en microplacettes. Il a noté aussi ensuite les attaques de mildiou. Et il a montré que, notamment, à peu près au début de la véraison, il a vu des différences sur les modalités, notamment sur l'intensité d'attaque de mildiou sur grappe. On voit que quand on passe à 200 litres hectare, on a une meilleure efficacité qu'à 100 litres hectare. Par contre, le fait de passer ensuite à 400 litres hectare, vous voyez, la modalité finalement n'apporte pas plus d'efficacité. Ce qui lui fait dire, donc dans les premières conclusions, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, que la modalité 200 litres hectare peut être privilégiée. Je pense que les essais vont être renouvelés encore aussi cette année. Mais voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin que 200 litres hectare. Mais on a un gain sûrement dû au fait que si on augmente les volumes d'application, ben, on a peut-être une meilleure quantité d'application par centimètre carré sur les feuilles et les grappes. Et donc, on peut optimiser l'effet de notre bouillie appliquée au vignoble. Voilà, en conclusion, je suis désolé, je suis un petit peu en retard, mais je voulais vous donner quelques pistes, on pourra peut-être en discuter après. Vous voyez qu'il y a plein de questions simples, mais derrière, les réponses, elles sont techniques et les méthodos sont complexes, donc il nous faut un petit peu de temps pour arriver à y répondre. Il faut conforter bien sûr certains résultats notamment au laboratoire. Ça manque encore un petit peu de répétition. Mais toutes les pistes qu'on a explorées, elles sont toutes intéressantes parce qu'elles nous donnent des résultats assez intéressants et on voit qu'on veut aller plus loin sur toutes les pistes qu'on a testées. Et surtout, et vous allez le voir avec Adèle juste après moi, toute la partie viticulteur expérimentateur, donc vraiment sur le terrain, elle est très intéressante pour mettre en place des essais. Et donc là, on est dans le Parsada Transfert où on a vraiment cette partie viticulteur essai sur le terrain qui est très importante. Bah là, on a, je pense, un terrain de jeu intéressant et des questions intéressantes à développer directement avec les viticulteurs sur le terrain. Voilà, les questions après, bien sûr, mais ça, vous le savez, qu'est-ce qu'on fera demain avec la réglementation sur le cuivre? Nous, le gros souci qu'on a, bien sûr, c'est que le cuivre, aujourd'hui, il est très lié à la lutte anti-mildiou. Et notamment sur les alternatives, notamment les biocontrôles, c'est souvent notre meilleur candidat d'association fongicide pour faire des stratégies de biocontrôle aujourd'hui. Donc, on est très inquiet et surtout, on a besoin encore de travailler sur son optimisation pour que ça nous permette de nous aider aussi à proposer les meilleures stratégies d'utilisation du biocontrôle. Voilà, je termine, excusez-moi, j'ai un petit peu débordé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Nicolas. Bon, il y a quelques questions qui arrivent. On les prendra à la fin du webinaire, à la fin des présentations, comme ça on pourra échanger plus facilement. Et puis on va enchaîner avec la qualité d'application, un levier essentiel pour lutter contre le mildiou avec Adèle Bakache, qui est à côté de moi. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ma part, Adèle Bakache, donc je travaille à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Je m'occupe plus particulièrement de la pulvérisation. Donc, à travers de l'expertise et un peu de R&D autour de la pulvérisation. Donc, la pulvérisation, plus précisément la qualité de pulvérisation, est un levier très souvent sous-estimé pour plusieurs raisons, historiques en partie, parce que la marge de manœuvre que l'on avait historiquement était plutôt sur les produits que sur la qualité d'application. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre, elle est plus sur la qualité d'application, parce que les produits autorisés diminuent comme Paul Chagrin et les efficacités, voilà, vous avez eu un topo très complet avant pour savoir quelles sont les efficacités. Donc, on a identifié un certain nombre de leviers
Le postulat de départ étant, comme l'a expliqué Nicolas avant, c'est d'avoir cette fameuse boîte à outils dans laquelle on va puiser des leviers d'optimisation de la protection phytosanitaire en lien avec la pulvérisation. Donc là, c'est un peu la continuité, là, ce premier levier qui est la préparation de bouillie. Donc Nicolas a très bien expliqué que malgré un brassage permanent quand il s'agit d'une préparation qui est faite dans la cuve, on peut retrouver des différences de concentration de matière active en fonction du moment auquel on va venir mesurer la densité, la concentration de matière active à la sortie de la buse. Et donc, une bonne préparation, c'est à la fois, sur le plan physique, ça nous permet de prévenir des problèmes type colmatage de filtre ou bouchage, et donc une meilleure qualité de répartition de la bouillie sur les feuilles. Et d'autre part, ça nous permet aussi donc d'avoir une concentration de matière active la plus constante possible tout au long de la pulvérisation. Donc, pour cela, évidemment, le meilleur moyen, c'est d'avoir un mélangeur. C'est des dispositifs que vous pouvez trouver assez facilement, qui sont très souvent d'ailleurs subventionnés par la MSA. Donc, c'est une première phase de préparation. Ça nous permet d'avoir un mélange homogène, de minimiser aussi le contact par rapport au produit, parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais l'expologie est une thématique très souvent abordée quand on parle de protection phytosanitaire. Donc, ça nous permet d'avoir des mélanges homogènes et de minimiser l'exposition. Et d'autre part, donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des mélangeurs, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un temps de mélange et de brassage dans la cuve le plus long possible, afin d'homogénéiser la bouillie, d'éviter les problèmes de différence de concentration et d'éviter d'avoir des particules ou des grumeaux au niveau de la bouillie. Donc, deuxième facteur donc, qui a été jugé comme pertinent et même primordial sur la qualité de pulvérisation. Et donc, j'ai commencé par ça parce que c'est un peu, il y a une certaine hiérarchie dans les facteurs que je vais présenter, dans la mesure où donc, je commence d'abord par parler flux d'air. Si on a un flux d'air suffisant, optimal, souvent on a peu de marge de manœuvre, peu de levier sur les autres facteurs, donc parce qu'on a une qualité d'application très souvent optimale. Donc c'est très souvent quand on n'a pas la possibilité d'optimiser les flux d'air que l'on va s'intéresser aux facteurs que je vais citer par la suite. Donc là, sur les trois photos, vous voyez des choses que l'on voit très souvent au vignoble, des choses à pas faire, évidemment, vous l'aurez compris. La première, c'est sur un pulvérisateur qui est équipé de beaucoup de descentes. Donc là, c'est un 5 rangs complet avec double descente. Et donc, je peux pas avoir d'interaction avec vous, mais ce qui est choquant, entre guillemets, sur la photo, c'est que déjà, quand on a beaucoup de descentes, en général, on réduit la quantité et la vitesse d'air en sortie de diffuseur. Et là, donc, pour ne rien arranger, on a rajouté un coude à 90 degrés. Donc, ça ralentit le flux d'air. Et donc, le résultat, c'est un flux d'air très peu puissant en sortie de diffuseur. On peut parler de pulvérisateur asthmatique. Hein. Et donc, ça, c'est un levier d'optimisation, par exemple. Et c'est très souvent, en fait, c'est un facteur de désaccord entre le fabricant qui va préconiser un certain montage et le concessionnaire qui parfois n'a pas le choix que de s'adapter à la demande du viticulteur. Voilà. Donc deuxième facteur, deuxième erreur, si j'ose dire, à ne pas faire, c'est sur les jets portés, il faut bien avoir en tête la définition du mot porter, c'est que le flux d'air doit porter les gouttelettes. Et ce qu'on voit sur la photo du milieu, c'est un flux d'air qui va être parallèle évidemment aux gouttelettes. Et donc, ce qui se passe, c'est on touche les feuilles, ensuite on brasse, ou l'inverse. Donc là, il y a une chose qui est très facile à mettre en place, c'est d'orienter légèrement la buse afin que le flux d'air porte les gouttelettes, brasse les feuilles et arrive justement à mettre le produit sur les faces inférieures des feuilles, donc comme expliqué par Marie-Laure et par Nicolas. Donc là, on touche un peu le débat de fond, c'est il y a un effet couverture et un effet dose. Donc, ce qui a peut-être pas été expliqué au début, c'est que pour l'ensemble des essais, l'effet couverture a été maîtrisé bien avant. Donc, quand on parle d'effet dose, c'est que l'effet couverture est assuré. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de réduction de dose, souvent, on impose à ceux qui font des réductions de dose d'avoir des pulvérisateurs performants. Voilà. Sur la troisième photo, c'est quelque chose qu'on fait aussi de manière très instinctive en début de végétation, c'est qu'on oriente vers le bas les diffuseurs
afin de mieux cibler la végétation. Mais en réalité, c'est un peu contradictoire par rapport à notre objectif de base qui est de toucher les faces inférieures. Donc ça, une recommandation très facile qu'on donne très souvent, c'est le diffuseur du bas, on l'oriente légèrement vers le haut afin d'améliorer justement cet effet de fluidard ascendant et de bien toucher les dessous des feuilles et les grappes. Et pour le reste des diffuseurs, on essaie de les maintenir à la perpendiculaire. Donc la suite des résultats que je vais présenter sont issus d'une méthodologie qui est aussi la suite de travaux qui ont été faits à l'époque par Sébastien Debusson au CIVC ou par l'équipe de l'IMT Ecotech, basés donc sur l'utilisation d'un produit fluorescent. Et donc là, on parle de méthode qualitative. Là, ce qu'on va diagnostiquer, c'est la répartition du produit sur la face supérieure et la face inférieure de la feuille. Donc on pulvérise un produit fluorescent et ensuite on prélève sur 3 étages de la végétation et 3 niveaux d'exposition des feuilles, donc des feuilles bien exposées, moyennement exposées et cachées. Et ensuite, il s'agit de donner une note de 0 à 10. Donc sur l'exemple que vous voyez sur la photo, une feuille qui est bien couverte avec beaucoup de produits, donc beaucoup de fluorescence, c'est une feuille à laquelle on va attribuer une note de 10 sur 10. Et une feuille qui est à moitié touchée par beaucoup de produits, c'est une feuille à laquelle on va attribuer une note de 5 sur 10. Donc tous les résultats qui vont suivre sont issus de cette méthodologie. Donc pour illustrer mon propos sur le flux d'air, donc j'ai choisi donc de vous présenter des résultats qu'on a fait en début de saison sur un pulvérisateur qu'on a testé à demi-régime de rotation de la turbine et à plein régime. Donc on a 2 vitesses d'air différentes. Donc ça va un peu à l'encontre, désolé, je vais bousculer un petit peu les codes, des recommandations historiques qui sont de dire qu'en début de végétation, on peut ne pas mettre d'air parce qu'on a très peu de feuillage et finalement, on arrive malgré tout à toucher les faces inférieures. Là, le résultat, il démontre tout à fait le contraire, à savoir que même à demi-régime, on touche moins bien les faces inférieures. L'explication, c'est que les petites feuilles sont assez rigides et difficiles à faire bouger. Donc, même en début de végétation, il nous faut un flux d'air suffisant pour pouvoir bouger les feuilles. Donc les notes qu'on voit, par exemple, à gauche, sur les faces inférieures, si l'on s'intéresse uniquement aux faces inférieures, parce que comme vous le savez, l'efficacité, elle est sur les faces inférieures, à demi-régime, on a 2 fois moins de qualité de couverture que par rapport à un plein régime. Autre levier, donc un deuxième levier que j'ai fait exprès donc de le mettre en deuxième position, c'est la vitesse d'avancement. Donc, comme vous le savez, la vitesse d'avancement a un effet important sur la qualité de pulvérisation. L'effet n'est pas le même en fonction des pulvées, parce que sur des pulvées qui soufflent beaucoup, style aéroconvecteur, on a très peu d'effet vitesse finalement. Donc, sur ces appareils-là, on va privilégier le débit de chantier à la vitesse d'avancement. Donc, on va avancer vite. Et sur les face par face, notamment les G portés, donc ça, les résultats qu'on a, c'est un point, c'est une moyenne d'un ensemble de configurations de pulvées et de réglages. J'ai emprunté donc la méthode IFV. Donc c'est une note de 0 à 10 et ce que l'on voit sur un mélange de pulvérisateur et de réglage, c'est que plus la vitesse est basse, encore une fois, donc j'ai enlevé tous les pulvées qui sont très peu sensibles à la vitesse d'avancement. Donc à 4,5 km/h, on a une note à 10 de 7,4 qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a à 7 km/h, à savoir 5,2 km/h. Et donc j'ai tracé un seuil qui a été prédéfini de manière purement empirique, qui est préconisé pour les bio, notamment sur les applications de cuivre. Nous, on préconise d'avoir une qualité de répartition sur la feuille supérieure ou égale à 7 sur 10. Autre levier très important, et là je rejoins donc les essais qui ont été présentés par Nicolas sur le volume hectare, mais cette fois-ci sur la partie biologique. Moi, je m'intéresse uniquement à la partie physique de l'application. Donc, on s'aperçoit que sur certains pulvés peu performants, on peut avoir une optimisation de la qualité de pulvérisation, notamment sur la face inférieure, en passant sur des volumes hectares jusqu'à 200 litres hectare. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Nicolas, et ça illustre surtout le débat entre répartition, donc couverture et dose, que dans certains cas, on va privilégier la couverture à la dose. Donc, ce que l'on voit sur le graphique, c'est que en passant de 160 à 200 litres hectare, on va avoir une note moyenne sur les faces inférieures des feuilles
qui est de 7,3. Donc, on a atteint le seuil qui est préconisé pour le traitement en cuivre. Ce que l'on a constaté, c'est que en dessous, les performances restent insuffisantes sur des pulvés peu ou moyennement performants. Et évidemment, quand on a des pulvés bien réglés et performants, on a finalement très peu de levier sur le volume hectare. Il reste combien de temps? 1 minute. Je passe rapidement. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de passer à 200 litres hectare pour des raisons de début de chantier, on peut gagner en performance en appliquant ce qu'on appelle le panachage de buse. Donc, le panachage de buse, au sens, on met plus de débit sur le bas du feuillage, parce que le constat qu'on a trouvé, c'est que dans 90% des cas, on a un déficit de produit sur le bas du feuillage, qui s'explique par l'architecture des pulvés. Et malgré le fait qu'on ait besoin de mettre plus parce qu'on a à la fois des feuilles et des grappes, les performances sont pas là. Donc on préconise un panachage, donc on met plus de débit sur les grappes, et donc je vais passer rapidement, le panachage permet d'avoir à peu près 15% de plus de couverture sur la zone des grappes et sur les grappes elles-mêmes. Donc en conclusion, donc vous l'aurez compris, il y a vraiment une hiérarchie des leviers à mobiliser pour optimiser la qualité de pulvérisation. Pour moi, la qualité de la préparation de bouillie est un prérequis, donc ça devrait être un prérequis pour tout le monde. Ensuite, le premier levier à mobiliser, c'est le flux d'air. On va essayer de travailler sur l'orientation et sur la quantité et la vitesse d'air. Ensuite, on a un levier très important aussi sur la vitesse d'avancement, mais ça concerne uniquement une partie des typologies de pulvérisateurs. Un effet important du volume hectare, qui est directement lié aussi au panachage. Donc, quand on n'a pas la possibilité, parce qu'on est limité et qu'on doit faire toute la propriété sur un laps de temps réduit, on va privilégier le panachage. On va rester sur des volumes avoisinant les 150-160 litres hectares, mais avec une répartition qui nous permet de mettre plus de produits sur le bas du feuillage et sur la zone des grappes. Merci de votre attention. Merci Adèle. Eh bien, on va enchaîner avec Sébastien. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va poursuivre avec une présentation sur tout ce qui est nouvelles technologies de pulvérisation de précision en viticulture. On va essayer de voir très succinctement comment ces matériels innovants peuvent contribuer à améliorer la protection du vignoble et notamment contre le mildiou. Donc, tu peux passer. Donc, juste en introduction. Avant de mettre en œuvre toute une chaîne technologique, voilà, il y a des prérequis à respecter et c'est un exemple que je vais vous présenter pour illustrer un petit peu le besoin de cohérence qu'il faut entre tous les maillons de la chaîne. Et ça, j'utilise pour cela un exemple tiré de la recherche. Alors, c'est une publication espagnole qui est utilisée où pour faire des apports différenciés au sein des parcelles, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un drone, un capteur qui va scanner la parcelle avec du NDVI, qui est un index de végétation. Après, sur chacune des zones, il y a un opérateur qui va venir relever les caractéristiques géométriques de la végétation à traiter. En fonction des caractéristiques, on va les introduire dans un outil de la décision. Ça va nous faire des cartes. Et après, on va mettre cette carte à manger dans un pulvérisateur comme une carte de préconisation qui va appliquer ensuite la carte sur la parcelle. Alors tout ça, ça pose, on voit bien le chaînage technologique. Par contre, ça pose plusieurs questions. Tu peux passer. C'est d'une part, quelle est la technicité requise pour faire fonctionner toute cette chaîne-là. On voit que c'est pas possible. Là, ça nécessite plusieurs ingénieurs ou experts pour faire tourner chacun des éléments. Après, on peut se poser la question, au lieu de faire tout ça, finalement, est-ce qu'un panneau récupérateur serait pas plus efficace avec beaucoup moins de complexité en termes d'analyse de données? Et enfin, un pulvérisateur aéro. Là, c'est un pulvé aéro qui est utilisé pour faire les applications. Finalement, est-ce que c'est bien la meilleure option pour déployer cette techno? Donc, ça, c'est juste pour illustrer qu'il y a besoin de cohérence sur tous les maillons et que transformer une information de végétation en dose appliquée, ça reste encore un challenge agronomique. Voilà, un verrou agronomique. Tu peux passer. Donc, on va voir, et là, je vais redire ce qu'ont dit mes collègues, hein, c'est les différents prérequis indispensables avant de pouvoir mettre à profit des technologies de précision. Alors, on va reparler de préparation de la bouillie. Adèle en a beaucoup parlé, que ce soit déjà bien connaître les surfaces à traiter, bien pré-empâter, bien connaître le volume et la quantité de produits utilisés. Également, un réglage régulier du pulvérisateur. Et ça, tous les conseillers sont unanimes dessus. C'est quelque chose qui est malheureusement insuffisamment fait et qui permet de s'assurer que le pulvé est réparti
le produit pulvérisé de manière correcte entre les différents rangs et entre les différents les étages de la végétation. Après, bien sûr, l'utilisation d'OAD. Et surtout, je voudrais insister sur le quatrième, parce qu'on n'en a pas parlé précédemment dans les autres présentations. Tu peux avancer. C'est l'utilisation de pulvérisateurs performants, parce que il y a vraiment une grande variabilité des efficiences et des efficacités des pulvérisateurs. Et ce qu'on a pu faire en lien avec les collègues Chambre d'agriculture et l'INRAE, c'est pouvoir mesurer l'efficacité évaluée en termes de dépôts déposés par unité de surface sur une végétation artificielle pour tout un ensemble de pulvérisateurs. Et on a une vigne artificielle qui permet de simuler différents stades végétatifs, du début de végétation, milieu et pleine végétation. Tu peux avancer. Et juste pour illustrer la variabilité qu'on peut avoir entre les efficacités des différents pulvérisateurs utilisables, je vais vous montrer cet exemple-là qui synthétise bien tout ça. Donc, sur l'axe des abscisses, vous avez entre 0 et 1200, vous avez le dépôt moyen par unité de surface de produit qui est appliqué, donc il se retrouve par unité de surface en moyenne sur la végétation, pour une même quantité de produits appliqués par hectare. Voilà. Et sur l'axe des ordonnées, donc le Y, on voit que ça illustre l'homogénéité de répartition des dépôts. Plus le point est haut, plus les dépôts sont homogènes, et plus s'il est bas, plus les dépôts sont hétérogènes. Donc en fait, un bon pulvé est un point qui est représenté par un point qui est en haut à droite. Est-ce que vous pouvez voir? Oui. Là, c'est cette répartition, l'application de même quantité de produits. Pour les points bleus, c'est en début de végétation, donc peu de végétation, donc des dépôts par unité de surface qui sont plus importants. Puis après, en rouge, en milieu de végétation et en pleine végétation en vert. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque stade végétatif, et notamment en début de végétation, entre le meilleur pulvé et les moins bons, on a un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire qu'avec le meilleur pulvé, même en appliquant 30% de la dose, on met autant de produits qu'avec les moins bons, et etc. Et c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes ratios à peu près en milieu de végétation, on a un rapport de 1 à un peu plus de 2, et de 1 à presque 2 en pleine végétation. Ça illustre vraiment l'intérêt. Tout à l'heure, Marie-Laure parlait de quantité de dépôt, et on voit que rien que sur le choix du matériel, eh bien, on peut complètement faire varier la quantité de dépôt qui est appliquée. Voilà, donc c'est pour illustrer que c'est un paramètre vraiment essentiel. Donc tous ces éléments sont synthétisés sur un site qui s'appelle Performance Pulvé, où les appareils, on tient compte des notations obtenues en début, milieu et pleine végétation, de manière à classer les performances des appareils. Et vous avez l'essentiel, quasiment tous les constructeurs qui sont associés à la démarche et qui ont testé leur pulvérisateur. Et qui, en fait, c'est volontaire, hein, donc ils affichent les résultats s'ils le veulent. Et il y a plus de 43 modèles de pulvérisateurs qui sont à ce jour classés avec plus d'une centaine de déclinaisons, voilà, que vous pourrez trouver sur le site performancepulvé.fr. Alors, je vais maintenant enchaîner avec des éléments qui concernent les nouvelles techno. On s'intéressait depuis quelques années à la pulvérisation PWM, en fait, ce sont des porte-buses à modulation de largeur d'impulsion. C'est des buses à pulsation. Tu peux avancer. Donc, il présente l'intérêt de pouvoir moduler instantanément et de manière très précise le débit pulvérisé d'une même buse en gardant la même pression. Le principe, c'est qu'on découpe le temps en cycles, par exemple 1/10 de seconde, si on fonctionne à 10 Hz. Et sur chaque cycle d'1/10 de seconde, on va pouvoir choisir la durée pendant laquelle la buse est ouverte. Donc, on appelle ça le duty cycle. Et en modulant cette fréquence d'ouverture, on va pouvoir moduler le débit, en général dans un facteur de 1 à 3 ou à 1 ou un peu plus de 3 instantanément. Donc ça offre la possibilité de mettre en place des DPA dans des débits proportionnels à lancement qui permettent d'offrir une large possibilité de variation de vitesse, mais également de volume hectare, et tout ça appliqué à pression constante. Et le fait qu'on puisse utiliser des buses avec des calibres plus importants, ça contribue également à réduire les bouchages. Donc il y a plusieurs acteurs technologiques qui développent ces solutions. Vous en avez quelques exemples là. Et pour notre part, on a beaucoup travaillé avec un acteur. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc avec un acteur, de manière à ce qu'on souhaitait faire, c'était travailler au champ, mettre en place des expérimentations où on voulait appliquer des produits, notamment de biocontrôle, en changeant tous les 10 mètres, hein, c'est la taille d'une placette, la manière de l'appliquer. On voulait changer le volume hectare, on voulait changer la dose, appliquer pendant 10 mètres en face par face, après un uniface, pouvoir faire varier la dose, le volume hectare, de manière à pouvoir comparer les modalités d'application et son influence sur l'efficacité. Et pour ça, donc vous voyez les plans d'expérience qui ont été réalisés. Et pour ça, on a collaboré avec 2 sociétés, tu peux passer. Donc, qui ont collaboré, c'est la société Optima Concept, qui développe des dispositifs de porte-bus PWM, ainsi que Bertou,
pour développer un PUV. Alors tu peux passer les animations là, qui dispose d'une correction RTK au centimètre, des porte-bus PWM. Enfin bon, il est équipé des dernières technologies disponibles et on a pu les évaluer dans ce cadre-là. Et je vais vous présenter quelques éléments relatifs à l'évaluation. Donc sur chacune des microplacettes, on a pu comparer, grâce à des débitmètres qui étaient embarqués, la différence entre le volume hectare appliqué et le volume hectare à consigne, sachant que tous les 10 mètres, on change le volume hectare à la buse près. Voilà, chaque buse est pilotée de manière indépendante. Et ce que je vais illustrer sur la façon d'après, là, c'est en 2024, sur l'ensemble des placettes qui ont été expérimentées. Donc en fait, on a 1800 points d'évaluation sur lesquels on a pu comparer dose, volume hectare consigne et volume hectare appliqué. Et on a une très bonne corrélation, et vous voyez pour des volumes hectares, une gamme de volumes hectares très importante, entre 100 et 500 litres hectares, et on est à moins de 4% d'erreur entre le volume hectare appliqué et le volume hectare consigne, ce qui montre que la technologie est extrêmement précise. Tu peux passer après. Aussi en termes d'application, de réactivité et de précision géographique, on a mesuré le temps, la distance qu'il faut pour changer d'une dose à une autre, hein, quand on passe d'une microplacette à l'autre. Et donc, tu peux passer après. Et donc, dans tous les cas, pour les différentes vitesses à laquelle on a travaillé, jusqu'à 7,5 km/h, on est en moyenne, même pour la vitesse la plus importante, à 25 cm en moyenne de décalage entre le point consigne où on veut changer les doses et le changement réel, ce qui indique aussi une grande précision d'application, à la fois géographique, mais également en termes de précision absolue. Tu peux passer après. Donc, ces nouvelles technos, ça ouvre la porte aussi à de nouvelles fonctions, et notamment sur la coupure de buse automatisée en intraparcellaire en utilisant des capteurs de végétation. C'est également quelque chose sur lequel on s'est penché. Et vous voyez ici deux exemples avec... sur le premier exemple à gauche, on a un seul capteur de végétation, un pilotage par tronçon. Et ça, sur le côté droit, vous voyez la simulation d'une adaptation de la hauteur traitée en fonction de la hauteur de végétation. Voilà, donc c'est très intéressant. Et là, vous allez voir une vidéo sur la prochaine slide. Là, si tu peux passer, Marie-Charlotte, s'il te plaît. Alors, j'espère que ça va pas trop laguer parce que la vidéo est peut-être un peu lourde. En tout cas, vous voyez la technologie qui a été développée par Optima Concept avec des capteurs ultrasons qui sont positionnés au niveau de chacune des buses et qui permettent de couper et d'ouvrir les buses en fonction de la présence ou de l'absence de végétation. Ça a été testé sur un vignoble qui présente à peu près entre 20 et 25% de manquants. Et j'espère que vous pourrez voir la première évaluation visuelle. Je crois que ça ne veut pas marcher, mais on mettra je crois qu'il faut que tu coupes, que tu switches sur le... Et, comme ce que tu avais fait tout à l'heure, il me semble. À charger sur mon... Okay. Là, ça ne veut pas charger. Peut-être essayer de repasser à la fin si on arrive. Ouais, si on a un peu de temps, on va essayer de vous le mettre à la fin. Ok, donc ça, c'est les technologies qu'on a évaluées dans un cadre expérimental et qu'on teste dans un cadre de production, voilà, dans un contexte de production cette année, toujours en collaboration avec Optima Concept et puis le constructeur Calvé sur un vignoble entier, et on vous fera part des évaluations en fin d'année. En tout cas, ces dispositifs sont, on trouve, très prometteurs et offrent la possibilité, d'une part, de pouvoir moduler, d'offrir la possibilité aux viticulteurs, en fait, de pouvoir ouvrir et fermer automatiquement les jets quand ils rentrent ou quand ils sortent de la parcelle, sans avoir à pianoter sur le pulvé, de pouvoir moduler vraiment la vitesse d'avancement en fonction de la topographie de la parcelle. Ça, c'est vraiment important. Et également de pouvoir économiser du produit quand il y a des manquants. Et donc, on identifie des perspectives d'économie de produits et aussi la possibilité avec le calcul, de pouvoir, la quantité économisée, ne pouvoir la mettre que sur les cèpes présents. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments qu'on est en train d'évaluer dans le cadre de différents projets. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Merci pour votre attention. Merci Sébastien. Et puis on essaiera ça charge toujours sur mon ordinateur. Donc on va voir pour la fin du webinaire.
Donc moi, je vais prendre le relais sur la suite et vous parler un peu de ce qu'on met en place dans le cadre justement du Parsada transfert et des méthodes et des stratégies qui vont être testées en conditions réelles. Donc les vignobles, juste pour vous présenter un peu les vignobles engagés dans ce projet, sont au nombre de 6. Donc on va retrouver l'Alsace, on va retrouver la Champagne, la Bourgogne, le Cognac, le Bordelais et le Sud-Ouest. Donc, dans ce projet-là, Laurent vous a parlé tout à l'heure des parcelles multileviers. Donc, qu'est-ce qu'une parcelle multilevier? Ça va être une parcelle où on va combiner plusieurs leviers, comme son nom l'indique. C'est surtout une parcelle du viticulteur ou d'un viticulteur. Et le viticulteur est au cœur de la réflexion. Voilà un peu une représentation schématique de ce que peut être une parcelle multilevier avec une référence du viticulteur et les multileviers qu'on a mis en place à côté. Et là-dessus, on va venir faire des notations au cours de la campagne pour voir le développement des maladies mildiou et black rot. Donc, quel levier on s'est mis en tête de tester? Un peu tout ce qu'on peut trouver sur le terrain aujourd'hui. Donc, il y a les leviers ancestraux avec la prophylaxie de saison en ce qui concerne les leuvages, les pamperages, le rognage et les feuillages. Et puis, toute la partie pulvérisation qu'on vient de vous présenter une nouvelle fois, mais comme l'a dit tout à l'heure Adèle, je pense que les produits sont moins efficaces qu'avant et la pulvérisation, la qualité de pulvérisation doit être encore plus performante qu'auparavant. Il y a aussi les leviers qui sont en cours de validation ou de déploiement, comme tout ce qui est biosolutions qu'on a testé ou qui sont en phase de test, les outils d'aide à la décision qui sont plus ou moins récents. Il y en a pour qui c'est la modification du mode de conduite, les méthodes physiques, ainsi que les variétés résistantes ou tolérantes au mildiou et à l'oïdium. Et puis il y a les leviers à venir qui vont émerger, on espère, des projets Parsada Savoir, levier par ici. Donc on compte sur des nouveaux biocontrôles, sur des modalités d'association qui vont être testées entre biocontrôle et biostimulants, sur tout ce qui concerne la prophylaxie d'hiver, donc pour diminuer l'inoculum, enlever l'inoculum durant la phase hivernale. Et puis des méthodes que l'on connaît peut-être pas encore à l'heure actuelle et qu'on appelle les méthodes innovantes. Donc aujourd'hui, voilà, je vous présente une carte des 52 parcelles multileviers sur l'ensemble du territoire pour 2026. Donc c'est les six régions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en Alsace, on va retrouver 4 parcelles multileviers où on va mettre en lien plusieurs leviers, donc notamment du biocontrôle, de la lutte physique, donc ça peut être des filets, des cépages résistants et puis la qualité de pulvérisation avec de la vitesse d'avancement. Donc là, si vous êtes de cette région, vous êtes intéressé, donc les personnes en charge de l'animation sont Maëlle Le Guen et Marie-Noëlle Lauer. Donc vous aurez leurs coordonnées si vous souhaitez, ça sera les personnes référentes pour cela. Donc Champagne, la région est plus orientée sur les OAD, sur les biocontrôles, biostimulants et phytothérapie. Les plants résistants avec aussi les vignes semi-larges, la lutte physique et la pulvérisation. Donc en charge de l'animation, vous retrouvez Marie-Laure Panon qui est présente ici et Gauthier de l'Oliver, tous les deux du comité Champagne. En Bourgogne, c'est en phase de développement. Donc pour cette année, il n'y aura qu'une seule parcelle. Le lieu est pas tout à fait, le lieu est à peu près défini, mais là, ce qu'ils vont tester, on ne sait pas encore. Ils sont en cours de développement. Ils vont plutôt développer ça pour le millésime 2027. Et la personne en charge de l'animation, c'est Lucille Viane du BIVB. Pour le cognac, là, on a 15 parcelles multileviers, donc sur lesquelles on va retrouver encore une fois des tests de biocontrôle mixés avec du biostimulant ou des substances de base ou des adjuvants, avec un OAD ou des OAD, et pour certains, mise en place déjà de la prophylaxie hivernale. Donc en charge de l'animation, c'est Claire Grobelet du BNIC. Pour le Bordelais, nous, on a 13 parcelles multileviers avec beaucoup de leviers testés, OAD, biocontrôle, lutte physique, prophylaxie, résistant, pulvérisation. On a un panachage assez important. Et en charge de l'animation, c'est moi-même, donc Marie-Charlotte Michaud, et voilà, je me fais le relais de toute question
demandes à ce sujet-là. Et pour finir, dans le sud-ouest, on a 9 parcelles multileviers aujourd'hui, basées sur du biocontrôle des adjuvants, sur des cépages résistants, sur des OAD et sur de la pulvérisation. Et en charge de cette animation, c'est Audrey Petit de l'IEG. Donc juste pour finir, moi je fais très rapide, on voit bien qu'aujourd'hui il faut qu'on aille vers des stratégies combinées avec différents leviers, que ce soit des solutions ou des produits alternatifs, avec des OAD, avec de la lutte physique, avec de la prophylaxie, de l'agroéquipement et des réglages de pulvérisateurs, et puis des cépages résistants. Donc ça c'est le travail qu'on va mener pendant 5 ans. L'idée, c'est de faire de ces parcelles des parcelles vitrines sur lesquelles on pourra échanger, vous inviter à venir et voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, que ça marche ou que ça marche pas. D'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avancer même avec quelque chose qui fonctionne pas. L'objectif de tout ça, c'est de massifier les données, de massifier les stratégies pour pouvoir les véhiculer par la suite. Voilà, bon, moi j'en ai terminé. On n'est pas trop mal dans le timing. Je vais donner peut-être la parole à soit Natacha, soit Elsa pour les questions. Moi, je vais essayer de vous trouver la vidéo. vidéo. Est-ce qu'on commence dans l'ordre ou pas? Ou dans ordre inverse? Moi, je peux comment? Je sais pas. Moi, j'ai pas accès aux questions, donc. Alors, les questions que j'ai notées sur l'intervention de Marie-Laure, d'abord, il y a une question d'Anaïs Bernard, question à Marie-Laure sur la libération des ions cuivre avec la pluviométrie. D'après les 3 diagrammes, je ne sais pas si tu peux revenir, la bouillie bordelaise serait plus efficace après 30 mm de pluie qu'après 20 mm. Cela me paraît une pluviométrie très forte par rapport aux données connues empiriquement, qui était une libération de cuivre avec l'hydroxyde dès 5 mm de pluie et avec la bouillie dès 15 mm. Par-delà 30 mm de pluie, on aurait plutôt pensé à utiliser de l'oxyde cuivreux. Oui, alors on a testé que 5 formulations parce que c'était déjà du gros boulot et on n'a pas l'oxyde cuivreux. Et encore une fois, c'est des données, on n'a pas testé le lessivage, alors on a eu l'idée, mais on n'a pas eu les moyens parce que c'est déjà des essais très très lourds. Donc déjà, on n'a pas de données sur l'oxyde cuivreux et on n'a pas de données de lessivage pour doubler les données d'efficacité. Donc voilà, c'est un constat, c'est comme ça. Et une question d'Olivier Ferraud. Du coup, c'est le Nordox où il y a le plus de cuivre sur la feuille, sur le feuillage? Là, c'est la même techno de pulvé. Donc, en principe, si on travaille bien et le matériel est fait pour assurer une répartition, alors modulo le gabarit végétatif de la vigne, hein, bien sûr. Le Nordox, c'est ni plus ni moins en dépôt que les autres préparations, a priori, quoi, à coup de serpe. Moi, sur Marie-Laure, c'est tout. Elsa, si elle a d'autres. Elsa, t'as vu d'autres questions? Non, pour Marie-Laure, c'est OK. Je pense que sur la question du Nordox, c'était peut-être des éléments de clarification là sur sur le tableau avec la quantité de dépôt et les doses efficaces associées. Je pense que c'est là où Oui, alors, ok, les quantités, dans les conditions de l'essai, alors ça a peut-être un lien avec la libération, les données qu'a montré Nicolas plus tard, mais dans les conditions de ces essais-là qui ont été faits au labo pour les doses efficaces, effectivement, c'est la préparation qui présente l'activité la plus faible, comparée au panel de préparation testé. Dans les conditions de cet essai, j'insiste bien. Ouais. Ok, on enchaîne d'autres questions? Sur l'intervention de Nicolas, Elsa, tu veux commencer, puis je compléterai si tu veux? Ouais, pas de souci. Il y avait plusieurs questions. S'il y avait eu des études complémentaires, notamment sur le rôle du pH, de l'acidification, et aussi l'étude du potentiel redox. Ouais, en fait, je vois la question, hein, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas, changer physiquement ou rajouter quelque chose avec notre pulvérisation pour voir si ça peut améliorer. Pour l'instant, nous, on n'a pas fait spécifiquement d'essai là-dessus.
sur la qualité après, soit de pH de la bouillie et tout ça. Nous, on essaye déjà, voilà, dans des conditions standards, de voir un petit peu ce que ça donne. Et l'objectif après, ça serait justement de faire varier certains facteurs pour voir si ça joue derrière, soit sur l'efficacité, soit sur le lessivage, etc. Mais pour l'instant, non, on l'a pas fait. Après, le suivi redox, c'est-à-dire le potentiel redox, ça c'est encore autre chose. On commence un peu à en parler, là, essayer de voir si on pourrait pas mettre en place certains projets. C'est assez complexe. C'est-à-dire comment on peut mesurer ce fameux potentiel redox là, et surtout, voilà, comment on le mesure, et surtout comment après derrière on modifie sa stratégie. C'est pas toujours très simple. Mais effectivement, l'idée, hein, de dire après, bah, une fois qu'on sait bien comment fonctionnent les cuivres, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, un adjuvant? Ça pourrait être une idée, mais il faut le tester après, bien sûr. Ok. Et après, il y avait des... Bon, tu as répondu dans le fil des questions, hein, Nicolas, mais Oui. il y avait des questions sur la typologie du pulvérisateur qui a été utilisé pour les volumes, pour les essais de volume de bouillie, et aussi sur quel volume de végétation, en fait, à quel volume de végétation ça Oui. correspond. Ces chiffres Alors de 100, 200, 400. ouais, j'ai été vite et j'ai été revérifier en fait, donc les volumes les volumes par hectare là, ils ont été appliqués, enfin les modalités se sont différenciées au moment où on commençait à avoir une haie foliaire bien formée, et l'application a été faite, donc je crois que c'était le septième traitement. À partir du septième traitement que les modalités différaient, et l'application a été faite vu que c'était des microplacettes avec un atomiseur à dos en fait. Ok. T'as autre chose pour Nicolas J'avais une question de reformulation. Du coup, la formulation ne joue pas. Est-ce que c'est des résultats qui sont inverses à ceux obtenus par Alexandre David? Tu l'as vu celle-là, question, Nico? Non, je l'ai pas vu, mais non, pour l'instant, moi, je peux pas dire si la formulation joue ou pas sur le lessivage. C'est vrai que les essais antérieurs de l'IFV montraient que selon la formulation, il y avait très peu de différence sur les courbes de lessivage au vignoble. Et l'idée, c'était de dire, bah, finalement, entre les formes de cuivre et même les produits, il n'y avait pas beaucoup de différence, et qu'il y avait d'autres facteurs beaucoup plus importants, comme ce qui a été montré après par Adèle ou aussi par Sébastien là, de dire bah il y a voilà les facteurs d'application, les moments où on va traiter, la qualité pulvée, tout ça c'est des facteurs beaucoup plus importants que ces questions de formulation finalement qui jouent peut-être vraiment moins. Il a répondu dans le fil du. Ok, Ouais. je passe la vidéo le temps que vous retrouvez d'autres questions que vous voulez montrer tout à l'heure. Hmm. Ça veut bien dire. Vous commentez, Sébastien? Oui, alors je peux faire quelques commentaires. Alors c'est vrai que là c'est le fichier lag un peu. En tout cas, c'est pour illustrer un petit peu le potentiel de cette technologie-là, notamment dans les vignobles où il y a pas mal de manquants, ou alors pour pouvoir choisir automatiquement la hauteur de bouillie qui seront en action selon la pousse de la végétation. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on suit et qu'on va évaluer très attentivement cette année-là, mais sur lesquels on voit beaucoup de potentiel, voilà. Peut-être une alternative, dans certains cas, aux panneaux récupérateurs. Et, merci. Sébastien, il y avait une question d'Olivier Châtenay sur le label performance pulvée. Est-ce qu'il prend en compte le dépôt sur les faces inférieures des feuilles? Alors, c'est une bonne question. Non, il prend pas en compte le dépôt. En fait, il prend pas en compte spécifiquement le dépôt sur les faces inférieures. Par contre, il tient bien compte de la répartition du produit au sein de la canopée, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important et sur lesquels déjà on peut faire un classement des pulvérisateurs, et on voit déjà sur ces simples paramètres énormément de différences. Voilà. Donc, après, c'est peut-être sur les produits de biocontrôle, on travaille à faire évoluer les indicateurs pour pouvoir être plus fin et notamment mieux comprendre demain les facteurs d'efficacité des produits de biocontrôle, notamment contre le milieu, où effectivement les dépôts sur les faces inférieures peuvent avoir de l'importance et après à conjuguer aussi avec ces aspects de redistribution, quoi. Voilà, en tout cas, en l'état actuel, il ne prend pas en compte. Voilà.
Et Sébastien, du coup, par rapport à la vidéo, là, et au bus qui se coupe, il y a une question un peu plus d'ordre économique. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans cette technologie que de complanter ou replanter? Ouais. Euh, alors ça, je ne vais pas pouvoir répondre directement. En tout cas, en tout cas, les technologies, là, elle est en train de s'installer. Il y a, au dernier Cité Ville, on a vu 4 acteurs qui proposent des produits similaires. On a un projet qui vise à tester ces différentes solutions technologiques prochainement, là, avec nos collègues des chambres d'agriculture. On sent il y a beaucoup de développement de ce côté-là et on suit ça attentivement. Après, à savoir, la question économique, là, j'ai pas d'éléments. Elle dépasse un peu peut-être le cadre de l'évaluation qu'on a pu faire, hein. Voilà. Ok. Merci Sébastien. Après, plus globalement, peut-être pour Laurent et Marie-Charlotte, il y a beaucoup d'énergie qui est consacrée sur le cuivre, et la question est si malgré la toxicité reconnue par l'EFSA du Folpel, est-ce qu'il y a des études de prévues dessus, notamment sur la réduction de dose et éventuellement son association avec le cuivre? Alors, dans les dispositifs multileviers qui vont être testés, l'objectif est d'aller d'une solution vers une solution moins riche en produits phytosanitaires. Donc, il n'est pas il n'est pas exclu d'utiliser du Folpel et d'aller vers des situations de moindre dose. Donc, il n'y a pas de, voilà, tout comme pour le cuivre ou pour la mise en avant d'autres produits de contrôle. Donc l'objectif étant d'accompagner la réduction de doses et de pratiques par un et surtout plusieurs leviers associés avec des cuivres au départ, peut-être aussi des produits conventionnels et vers des moindres doses. Ok. Je vais repasser à Nicolas. J'ai quelques questions qui viennent d'arriver. Concernant le type de cuivre, est-ce que cela valide la théorie de durée d'action et de largage des ions Cu2+ en fonction du type de cuivre? Bah, je sais pas si ça valide, mais on se repose ces questions-là, et notamment sur les essais au labo, là, je me pose vraiment cette question. C'est pour ça, et je pense qu'on a encore du travail à faire pour savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que même ce qu'on dose là, parce que je pense que les méthodes de dosage qu'on utilise, on mesure pas que les ions Cu2+, on mesure tout le cuivre. Ça serait intéressant d'avoir vraiment les ions Cu2+, et savoir vraiment quand on lessive ce qu'on sort, quoi. Si on sort vraiment des ions Cu2+, ou un autre type de cuivre. Donc je sais pas, mais en tout cas, parfois, cette question, cette théorie-là des ions Cu2+, ouais, j'ai l'impression que j'arrive à expliquer mes résultats avec ça. Mais bon, de là à le valider, je suis pas encore sûr, mais il faut qu'on continue nos essais. Ok, et toujours concernant le cuivre et plus particulièrement les conditions météo en Gironde actuellement, donc peut-être entre Marie-Laure et Nicolas, il y en a un des deux qui peut répondre. Vaut-il mieux aujourd'hui suivre la pousse traitée malgré que le risque soit très faible à 200 grammes de cuivre continuellement, ou même adapter les doses de cuivre en fonction du développement de la végétation? Voilà, sachant les risques actuels en Gironde. Ce qu'il Personne y a, se c'est oui. qu'en Gironde, moi, je vais laisser la parole à Nicolas. Non, non, je sais pas. En fait, la question, c'est, voilà, pour l'instant, on a des risques plutôt faibles. On a une météo qui est plutôt bonne, là, en ce moment. Voilà, il y a peut-être quelques petites pluies qui sont annoncées. Enfin, et encore, là, je suis pas sûr. C'est vrai que pour l'instant, et je touche du bois, on a des conditions qui sont idéales, là. Elles sont pas trop favorables au milieu. Mais la question, c'est, ouais, est-ce qu'on peut passer avec des petites doses, quand même? Ou enfin, et moi, même ma question, mais je vais compléter, mais c'est peut-être pas ce qui était demandé, c'est est-ce qu'il vaut mieux passer une fois à 200 grammes ou est-ce qu'il vaut mieux passer 2 fois à 100 grammes, par exemple? La question Voilà, est Oui, exactement, mais actuellement est-ce en qu'il y a 33, la cette... météo est ouais, plutôt de notre côté. Malgré tout, est-ce que la stratégie est de passer à des faibles doses de cuivre métal, 200 grammes, en suivant la pousse de la vigne, ça bouge en même temps que je lis, je l'ai perdu, de la vigne, est-elle bonne ou inutile à l'égard de la très faible pression milieu?
Je pense qu'il y a aussi une question de, peut-être c'est pour ça que je pensais à Marie-Laure, de commencer à accumuler une dose de cuivre peut-être dans l'idée qu'un jour il y aura de la pression et que finalement Oui, sur un premier traitement appliqué tardivement, ça peut être risqué aussi. Euh, moi, je dirais, il faut quand même pas oublier, malheureusement, le végétal pousse. Donc, enfin, et puis quand va arriver la pression, quoi. Donc, en général, ce qui nous sauve, c'est que la pression, elle nous pète pas la figure d'un seul coup. En général, mais après, je connais mal aussi votre vignoble. Enfin, chez nous, c'est comme ça. En général, il y a quelques coups de semonce, ça va vraiment que ça pète. Donc, on ne recommande pas de commencer. Alors après, il y a tout, les goûts et les couleurs, hein. Mais moi, je commencerai pas bien avant la période de risque non plus quand même, quoi. Et Il y Thierry, avait, sur Adèle, ouais, il y avait Ouais. est-ce que les couleurs de buse recommandées et puis est-ce que vous avez testé les mouillants sur la répartition de la bouillie? Alors, pour les couleurs de buse, alors, si c'est un bordelais qui demande la buse la plus couramment Anaïs utilisée, Bernard. bon, bon, on va partir du principe que c'est bon, on va faire une réponse double. Si c'est un bordelais, les buses les plus couramment utilisées, ce sont des buses ATR. Donc, on va juste sauter un calibre. Donc, globalement, si on est en buse ATR blanche, on va mettre une lilas en face des grappes. Si on a des lilas, on va mettre une marron en face des grappes. Et si on a des marrons, on va mettre une jaune en face des grappes. Si c'est la région Champagne, donc la buse la plus couramment utilisée, c'est la TXA. Donc là, si on a une violette, on va mettre une vert kaki en face des grappes. Si c'est des verts kaki, on va mettre une orange en face des grappes. Voilà. Et pour les mouillants, alors moi je les ai testés. Alors les mouillants et les super mouillants, c'est souvent des triglycérides ou du latex. Donc le Stickman, le Contour ou le Fielder Max pour pas les nommer. Et sur la partie physique de l'application, on améliore la répartition. Effectivement, on a un taux de couverture qui peut être multiplié par 2, voire plus. Mais malheureusement, je ne suis pas allé jusqu'à l'efficacité biologique, donc je peux pas. La difficulté, souvent, quand on teste des adjuvants, c'est de pouvoir relier l'efficacité physique, qui est souvent démontrée, à une efficacité biologique. Donc là, malheureusement, on n'a pas pu le faire. C'était Peut-être une idée d'essai pour cette année ou pour l'année prochaine. merci. Au revoir Adèle. Merci, Adèle. Phil va nous quitter. Bon. Je continue. Du coup, avez-vous une expérimentation prévue sur la persistance de protection après 5, 10, 15 mm alors que la libération des ions Cu2+ serait visiblement en augmentation? Avez-vous un procédé de mesure de l'homogénéité de répartition sur feuilles après la pluie? Je pense que Marie-Laure, c'est pour toi. Non. Non, on n'a pas remis ce genre d'expé en place cette année, partant du principe qu'on ne saurait pas quelle sauce non plus on serait mangé en termes de réévaluation. Donc, mais ce qu'on peut vous rassurer, c'est que quand même, il y a un projet qui se décide au niveau national pour retravailler sur le cuivre. Donc, d'ici quelques temps, on aura peut-être la réponse à ce genre de questions. On le souhaite. Et du coup, Marie-Laure, est-ce que on pourrait connaître la substance active derrière le M201 ou pas du Non, tout? bah non, c'est pas encore homologué, mais je pense que tout le monde l'a deviné. La question a été retirée d'ailleurs. Y a-t-il Après, on a- peut-être Sébastien, une question sur les panneaux récupérateurs qui sont très répandus en Charente. Est-ce que c'est pas la solution pour faire une meilleure pulvérisation et surtout pour l'environnement? Ah, t'as pas ton micro, Sébastien. Oui, désolé. Oui, la réponse est clairement oui. Après, le problème, c'est que quand on s'inscrit dans un contexte technico-économique et des contraintes aussi qui sont liées aux difficultés de maniabilité de ces appareils, des risques de casse, du coup aussi l'investissement, c'est pas toujours évident en fonction des contextes d'exploitation de pouvoir utiliser des panneaux. C'est compliqué sur des parcellaires chaotiques ou en dévers. Donc ça peut être la solution, mais ça va être difficile de généraliser le panneau récupérateur partout. D'ailleurs, il a du mal à prendre dans certaines régions, comme dans le Midi, là, c'est compliqué, quoi. Voilà, il y a... Donc on peut faire une réponse théorique oui, mais après en lien avec la réalité du terrain, c'est pas si simple. Voilà.
Je suis désolée pour le fil des questions décousues, mais tout arrive à la fin. Et donc, du coup, pour l'appareil avec ouverture-fermeture, le pulvérisateur avec ouverture-fermeture automatique, est-ce qu'il faut avoir fait un scan de la parcelle ou ça se fait directement à l'opération? Alors ça se fait en direct. Les capteurs ultrasons interprètent le signal en fait. C'est eux qui détectent la végétation et la fermeture-ouverture se fait en direct et grâce à ces bus PWM qui sont extrêmement réactives et du coup on arrive à faire ça en direct sans avoir à préparer. Alors après ça peut poser la question de la quantité de produits qui va être utilisé sur la parcelle et du coup on est en train d'étudier deux solutions. La première solution c'est on économise le produit et l'autre c'est en fait on recycle, c'est-à-dire que le produit qu'on n'a pas mis, on va le réappliquer en ouvrant un peu plus de débit sur les bus quand elles sont ouvertes. Par exemple, si on économise, je sais pas, 30% du produit, on va mettre 30% de plus quand les bus sont ouvertes. Voilà, et on va valider cette solution technique cette année au vignoble, avec le bureau d'études du constructeur. Et peut-être une dernière question qui peut servir d'ouverture d'ailleurs. Le plus gros problème avec le cuivre, c'est que c'est un métal lourd qui reste dans les sols. Les tests de couverts végétaux qui le consomment en le transformant en cuivre utile pour la vigne sont-ils concluants? J'avais entendu parler de tests avec des couverts végétaux du type luzerne ou proche de la luzerne. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ou est-ce que c'est des trucs qui vont être explorés dans le cadre du Parsata ou voilà. Alors, je peux en partie répondre parce qu'on a des travaux qui ont été conduits par Jean-Yves Cornu à l'INRA à Bordeaux, à l'ISPA. En partie, c'est sur deux aspects, sur l'aspect éventuel impact des couverts végétaux ou d'autres végétaux pour capter une partie du cuivre, mais avec des résultats quand même très partiels. Hein, donc, peut espérer de capter du cuivre par ces plantes ou par certaines plantes dites plus captatrices. Par contre, il y avait quand même des résultats intéressants sur un certain nombre de couverts en termes de matière organique et de forme du cuivre dans les sols qui étaient moins biodisponibles en quelque sorte. Donc ça, on peut peut-être mettre les personnes intéressées en relation avec les travaux de Jean-Yves Cornu. Donc il y a une thèse qui a été conduite là-dessus avec des éléments, mais pas de solution miracle, hélas. Bon, il n'y a plus de questions. De toute façon, on arrive à la fin. Je crois que c'est bon. Ouais, puis de toute façon, on est dans le timing. Ouais, on est bon. Si jamais il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, on prendra le temps d'y répondre. On enverra vers les personnes concernées. En tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous et à toutes d'avoir participé et ainsi à vos nombreuses questions. Donc, il y a peut-être des messages clés à retenir aujourd'hui, c'est que l'efficacité du cuivre, elle va dépendre des produits, de la qualité de dépôt, de la quantité de dépôt, de la qualité de pulvérisation et puis de lessivage. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas encore, ou on a du mal à comprendre. Mais en tout cas, on sait que la pulvérisation, ça reste un levier majeur pour appliquer correctement les produits et qui est souvent sous-estimé. Et puis nous, dans notre Parsada Transfert, on compte sur la combinaison des leviers pour construire des stratégies robustes pour lutter contre le mildiou et le black rot à l'avenir. Et tout ça nous servira à faire des combinaisons intelligentes. Et puis, je tiens à remercier tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et puis pour le partage d'expériences terrain. Merci pour votre présence, votre mobilisation à ce moment où vous êtes un peu occupés. La suite à donner, ça va être ce webinaire est enregistré, donc on vous fera parvenir le replay quand on l'aura un peu coupé aux endroits début et fin pour que ça soit un peu plus soft. Et puis les supports pour ceux qui veulent. Et je pense qu'on vous joindra aussi un petit questionnaire de satisfaction parce que c'est quelque chose qu'on souhaite renouveler dans la saison. Et des années d'après pour continuer à échanger, être au plus près du terrain et avoir vos questionnements et au plaisir de vous voir sur les parcelles vitrines de vos régions respectives. Encore merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.